Je ne sais pas exactement pourquoi je suis monté au grenier ce jour-là. Peut-être que c'était cette sensation persistante, ce poids dans la poitrine qui ne me quittait pas depuis l'enterrement. Le genre de pressentiment que l'on ne peut ni expliquer, ni ignorer. Le genre de murmure intérieur qui dit « Tu as oublié quelque chose ». Le grenier de la maison de ma mère n'était pas particulièrement accueillant. Un espace figé dans le temps, poussiéreux, froid, traversé de poutres noires et de silence. J'y étais peu monté en grandissant. Trop sombre, trop chargé. Il sentait les souvenirs rassis et les regrets, les cartons humides et les secrets enfermés. C'était l'endroit où l'on jetait tout ce dont on ne voulait plus parler. Ce matin-là, j'ai poussé la trappe, et la vieille échelle de bois a gémi sous mon poids. Une lumière grise filtrait à travers une lucarne encrassée. Je me suis frayé un chemin entre les valises éventrées, les sacs plastiques gonflés de vêtements anciens, les piles de journaux qu'elle avait apparemment toujours refusé de jeter. Tout était resté en l'état, comme si elle s'était absentée pour revenir, mais elle ne reviendrait plus. Je n'avais pas vraiment d'objectif, juste une envie de m'occuper les mains, d'occuper mon deuil, peut-être de trouver quelque chose à garder. Un objet, une photo, un petit morceau de ce qu'elle avait été. Au fond, j'avais besoin de sentir qu'il restait une trace d'elle ailleurs que dans ma mémoire, car celle-ci, je le sentais, commençait déjà à me trahir, et c'est là que je l'ai vue. Une boîte, en métal, cabossée, sans étiquette. Elle était glissée derrière une valise en cuir, presque dissimulée. Rien ne la distinguait vraiment des autres, si ce n'est une chose. Mon prénom, gravé à la main sur le couvercle, à l'aide de lettres irrégulières, mais précises. Comme si elle l'avait fait elle-même. J'ai senti une vague de chaleur me monter au visage. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, sans raison apparente. Il y avait quelque chose de solennel, presque sacré, dans le simple fait de la toucher. Mes doigts ont caressé le métal froid. Elle était verrouillée. Mais dans un flash, je me suis souvenu d'une clé. Une toute petite clé, retrouvée quelques jours plus tôt, dans un tiroir de son bureau, glissée dans une enveloppe jaunie. Il y avait quelques mots inscrits dessus, de son écriture penchée, à ouvrir seulement si tu veux vraiment savoir. À l'époque, j'avais cru à un banal souvenir, un objet sans importance sentimentale. Mais là, tout prenait un autre sens. Je suis descendu précipitamment. J'ai fouillé les poches de ma veste, les tiroirs de mon sac. Je l'ai retrouvée, petite, presque insignifiante. Et j'ai remonté les marches, 4 à 4, le cœur battant. J'ai inséré la clé. Elle a tourné sans résistance. Le verrou a cliqué doucement, comme si la boîte elle-même m'autorisait à entrer. J'ai soulevé le couvercle avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait qu'un carnet, un journal intime, recouvert de cuir brun, usé par le temps, et une enveloppe fermée, sur laquelle il était écrit simplement « Pardonne-moi ». Je suis resté figé. Le silence du grenier est devenu assourdissant. J'ai regardé la couverture du journal, son contour rongé, ses pages épaisses. Je l'ai ouvert et tout a commencé. Je suis resté assis là, dans ce grenier silencieux, comme si le monde autour de moi s'était arrêté. Le journal pesait lourd dans mes mains, bien plus que son poids réel. Il avait une densité invisible, comme s'il contenait des morceaux d'âme, des vérités compressées entre les lignes. Je n'osais pas encore tourner la première page. Le mot « pardonne-moi » sur l'enveloppe posée à côté du carnet continuait de flotter dans mon esprit, comme une écharde dans le cœur. Je ne savais pas exactement ce que je m'apprêtais à lire, mais je sentais, au fond de moi, que rien ne serait plus comme avant. Il y a des instants dans la vie où on pressent que le fil de notre histoire est sur le point de dévier. Là, à genoux, sur ce vieux tapis miteux, c'était un de ces instants. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le journal. L'écriture de ma mère était soignée, ronde, penchée légèrement sur la droite. Elle commençait par des souvenirs que je connaissais déjà, des anecdotes sur ma naissance,
des détails tendres et un peu maladroits sur mes premiers pas, mes premières fièvres, ma passion soudaine pour les dinosaures ou les trains. Elle parlait de moi avec une douceur que je n'avais pas entendue depuis longtemps, une tendresse silencieuse que la vie adulte avait mise de côté. Puis, quelque chose a changé, subtilement. Le ton, l'intention. Les phrases devenaient plus courtes, plus denses, plus intimes. Elle n'écrivait plus comme une mère qui raconte. Elle écrivait comme une femme qui confesse. Un prénom est apparu. Julien. Au début, ce nom n'évoquait rien pour moi. Un ami, un ancien collègue, peut-être un membre de la famille dont je ne me souvenais pas. Mais très vite, j'ai compris que non. Julien n'était pas un simple personnage secondaire de sa vie. Il en était le cœur battant, l'origine, la faille. Je pense encore à lui tous les jours, écrivait-elle. Même après toutes ces années, même après avoir choisi une autre vie, je ne l'ai jamais vraiment quitté. Il est là, partout, dans mes silences, dans mes regrets, dans ton regard. Je me suis arrêté. J'ai relu la phrase 3 fois. Dans ton regard. Et soudain, une sensation glaciale m'a traversé. Comme un courant d'air glacial dans une pièce close. J'ai continué à lire, lentement, le souffle court. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai paniqué. Je ne savais plus où j'en étais. Julien venait de partir. Il ne se sentait pas prêt pour une vie avec moi. Et puis il y avait ton père, si stable, si solide. Il m'a tendu la main. Il m'a offert une vie rangée, une vie normale, une vie sans passion mais sans chaos. J'ai fait un choix que je pensais juste, pour moi, pour toi. Mais, parfois, je me demande si je n'ai pas sacrifié trop de choses. Mon estomac s'est noué. Elle continuait. J'ai aimé Julien comme on aime une première fois, sans filtre, sans filet. C'était intense, brutal, magnifique, mais aussi terriblement instable. Il avait ses ombres, ses absences, ses douleurs qu'il n'expliquait pas. Et moi, je voulais juste construire quelque chose de concret. Alors, j'ai tourné la page, ou du moins, j'ai essayé. Et puis tu es arrivé, trop vite, trop fort. Un cadeau et une question à la fois. J'ai prié pour que tu sois à lui. Puis, j'ai prié pour que tu ne le sois pas. Je me suis perdu dans cette ambivalence. Et au final, j'ai décidé de ne pas savoir. Je n'arrivais plus à lire calmement. Mon regard glissait sur les lignes, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Elle écrivait sans détour, crue, humaine, fragile. Ton père, celui qui t'a élevé, ne m'a jamais posé de questions. Peut-être qu'il a su. Peut-être qu'il a préféré se taire. Je crois qu'il t'a aimé, du mieux qu'il a pu. Mais moi, chaque fois que je posais les yeux sur toi, je voyais Julien. Je voyais son sourire, ses yeux, sa manière de pencher la tête quand il écoutait. J'ai vécu avec ce fantôme pendant plus de 20 ans. Et maintenant que mes jours sont comptés, je ne peux plus me taire. Il faut que tu saches. Tu as le droit de savoir, même si tu ne me pardonnes jamais. Je me suis levé brusquement, vacillant. Le grenier tanguait autour de moi. Les mots tournaient dans ma tête, bourdonnant comme une ruche en furie. Julien, était-ce lui, mon vrai père? Ma gorge s'est serrée, mon souffle s'est coupé. Et moi, qui étais-je vraiment? Si tout ce que j'avais cru savoir sur mes origines n'était qu'un arrangement, un mensonge utile, une omission couverte d'amour. Je suis redescendu, le journal serré contre moi. Comme un trésor empoisonné, il fallait que je lise la suite, que je comprenne, que je découvre qui était cet homme, et surtout, pourquoi elle avait attendu sa mort pour tout me révéler. Le salon baignait dans une lumière pâle, presque irréelle. Quand je suis redescendu, j'avais à peine conscience du monde autour de moi. Le tic-tac de l'horloge me paraissait lointain, comme s'il appartenait à une autre maison, à une autre vie. Je me suis laissé tomber dans le vieux fauteuil, celui où elle lisait autrefois ses romans policiers, et j'ai posé le journal sur mes genoux. Il était encore ouvert sur la dernière page que j'avais lue, cette page qui venait de fissurer tous les fondements de mon histoire. Je n'ai pas su combien de temps je suis resté là, immobile, à fixer les mots sans les lire.
Mon esprit nageait dans un brouillard d'images. Julien. Ce prénom que je n'avais jamais entendu dans ma famille, cet homme que ma mère avait tant aimé, et peut-être perdu. Mon véritable père? C'était un gouffre, ce doute, et en même temps, une étrange lumière. Comme si toute ma vie, j'avais ressenti une dissonance sans jamais réussir à en identifier l'origine. Une sorte de décalage discret, une distance entre moi et l'homme que j'appelais papa, une impression que je croyais injustifiée et que je m'étais toujours forcé à taire. J'ai repris la lecture là où je l'avais laissée. Je t'écris ces lignes comme on écrit une bouteille à la mer. Peut-être les liras-tu. Peut-être pas. Peut-être que tu me jugeras. Mais je dois te parler de lui, de Julien, pour que tu comprennes, pour que tu saches d'où tu viens, vraiment. Il était différent des autres. C'est un cliché, je le sais. Mais il l'était vraiment. Il avait cette capacité étrange à lire les gens, à les comprendre au-delà des mots. Je me sentais vu, vraiment vu, quand j'étais avec lui. Et ça, je ne l'ai plus jamais retrouvé après lui. S'est rencontrés à un concert. Rien de très original, sauf que ce soir-là, j'avais failli ne pas y aller. Une amie m'y avait traîné. Et puis je l'ai vu. Il ne souriait pas, il ne cherchait pas à séduire, il observait. Je l'ai trouvé mystérieux, magnétique. Il avait ce regard sombre, chargé de choses qu'il n'osait pas dire. J'ai été attiré à lui comme on l'est par quelque chose de dangereux, d'incontrôlable. Et je suis tombée amoureuse. Vite, profondément, et sans filet. Les mots de ma mère étaient vibrants, vivants. Elle ne racontait pas un souvenir, elle revivait. Je le sentais dans la force de ses phrases, dans les silences entre les lignes. Ce n'était pas un amour d'adolescente, ce n'était pas un caprice de jeunesse. C'était viscéral. Julien était musicien, mais pas de ceux qui cherchent la lumière. Il vivait pour la création, pas pour la scène. Il m'a écrit des morceaux que je n'ai jamais entendus ailleurs. Il avait un don, et une douleur sourde qu'il cachait mal. Il portait en lui quelque chose de brisé, comme une pièce manquante. Je n'ai jamais su d'où venait cette faille. Il ne parlait pas de son passé. Il disait que certaines choses devaient rester enfouies. Et moi, j'ai voulu l'aimer comme on soigne, comme on répare. Mais on ne guérit pas quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je lisais, fasciné, comme si je découvrais une autre femme. Ma mère, cette femme discrète, pudique, réservée, avait connu un amour incandescent, dangereux, interdit. C'était bouleversant de lire ses aveux, de la voir si nue dans ses mots, si différente de l'image que j'avais construite d'elle. Quand je suis tombée enceinte, Julien n'a pas réagi comme je l'espérais. Il a paniqué. Il a disparu. Plus de nouvelles. Ni appel, ni lettres. Rien. Je ne savais pas s'il reviendrait. Et j'étais seul. Perdu. J'ai attendu. 2 semaines. 3. Puis, il m'a envoyé une carte postale. De Marseille. Quelques lignes floues. Je ne suis pas fait pour ça, je suis désolé. Je t'aime, mais je ne peux pas. Et c'est là que j'ai compris. Il ne reviendrait pas. Quelques mois plus tard, ton père est entré dans ma vie. Il m'a proposé une forme de paix. J'ai accepté. J'ai mis le journal dans une boîte. Et j'ai enterré le reste. Je me suis redressé lentement. Mon cœur battait plus fort à chaque page. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour que je découvrais. C'était ma propre histoire qui se réécrivait sous mes yeux. Julien, un artiste, un homme fuyant, hanté, instable, et peut-être mon père biologique. J'avais besoin de savoir, d'en avoir le cœur net. Plus que jamais. J'ai reposé le carnet sur la table, j'ai pris l'enveloppe marquée « Pardonne-moi » et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre et une photo. La lettre tremblait entre mes doigts. Je l'ai observée longuement, avant d'oser l'ouvrir, comme si un simple morceau de papier pouvait bouleverser tout ce que je croyais être. Mon cœur cognait dans ma poitrine, brutalement, comme pour m'avertir. Ce n'était pas une lettre comme les autres. C'était un pont tendu entre 2 vies, entre le silence de ma mère et mes propres questions. Je l'ai déplié avec précaution. L'encre était un peu pâlie.
Les lettres s'étaient légèrement étalées, preuve qu'elle l'avait écrite dans un moment d'émotion ou de précipitation. Peut-être les deux. Mon fils, commençait-elle. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. J'ai longtemps hésité à t'écrire. J'ai même tenté de t'en parler un soir, tu te souviens? Tu étais assis dans la cuisine, à grignoter des restes de gâteau. Tu avais l'air si heureux, si léger. Et moi, j'ai eu peur d'abîmer cette lumière dans tes yeux. Alors j'ai encore reculé, une fois de plus. Je sentais sa voix dans ma tête, calme, fragile, comme lorsqu'elle parlait au téléphone tard le soir, avec ses silences pleins de sous-entendus. Je l'imaginais, assise à son bureau, penchée sur ce papier, pesant chaque mot, comme si c'était un aveu impossible à formuler à voix haute. J'ai menti par amour, je le dis sans fierté. J'ai construit notre vie sur un arrangement que je croyais juste. Ton père, celui qui t'a élevé, t'a aimé, du mieux qu'il pouvait. Mais il ne t'a jamais posé de questions. Peut-être savait-il. Peut-être ne voulait-il pas savoir. Moi, je savais. Dès les premiers mois, je l'ai su. Ton sourire, tes yeux, même ta façon de marcher, tout en toi me rappelait Julien. Je n'ai pas fait de test. Je n'ai pas cherché à savoir, parce que je connaissais déjà la réponse, et que la vérité, à ce moment-là, aurait tout brisé. Je me suis arrêté. Mes mains étaient moites, mes jambes lourdes. La pièce semblait s'être refermée sur moi. Julien était mon père. Les mots étaient enfin posés, concrets, incontestables. Julien a disparu, mais il est revenu. Un jour, des années plus tard, il a frappé à la porte, un matin d'automne. Tu avais 6 ans. Tu étais à l'école. Je l'ai reconnu immédiatement. Il n'avait pas changé. Ou plutôt si, il avait vieilli, mais son regard était toujours le même. Intense, troublant. Il n'était pas venu pour me récupérer. Il savait que c'était trop tard. Il voulait savoir. Il voulait te voir. Je lui ai refusé. C'est la chose la plus cruelle que j'ai faite. Il n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête. Il m'a laissé une photo, et il est reparti. Je ne l'ai plus jamais revu. Mes doigts ont glissé sur la lettre, lentement. J'ai fermé les yeux un instant. Ma mère, elle avait empêché cet homme de me rencontrer. Avait-elle eu raison? Je ne savais pas. Je comprenais ses peurs, mais j'étais aussi envahi par un sentiment de vol, comme si on m'avait dérobé un chapitre entier de mon histoire. J'ai pris la photo qui accompagnait la lettre, un cliché en noir et blanc, légèrement jauni par le temps. Un homme s'y tenait droit, en veste sombre, près d'un lampadaire. Il ne regardait pas l'objectif. Son visage était tourné vers le côté, comme pris sur le vif. Mais ce profil, ce menton, ce regard, mon souffle s'est coupé. C'était comme me regarder dans un miroir du passé. Nous avions la même mâchoire, la même intensité dans le regard, ce même air mélancolique que je n'arrivais jamais à expliquer quand je me regardais le matin. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une évidence. Julien était en moi, depuis toujours, et je n'en avais rien su. Je me suis levé brusquement. J'avais besoin d'air. J'ai quitté la maison en laissant la porte ouverte derrière. Moi, sans prendre ni manteau ni téléphone, le ciel était lourd d'un gris métallique. L'air sentait l'orage. Je marchais sans but, les poings serrés, mon esprit submergé par un flot d'émotions contradictoires. Tristesse, colère, compassion, vide. J'ai pensé à l'homme que j'avais appelé papa pendant plus de 30 ans. Celui qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait emmené pêcher, qui avait serré les dents quand je lui avais dit que je voulais faire des études littéraires au lieu de reprendre son entreprise. Cet homme avait tout accepté, sans jamais rien dire, et pourtant, il savait. Il avait dû savoir. Comment aurait-il pu ne pas voir cette ressemblance? Mais il avait choisi l'amour. Il avait choisi le silence. Et je ne savais plus si je devais lui en vouloir, ou l'aimer encore plus fort pour ça. Le vent s'est levé, fort, brusque, comme pour balayer mes pensées. Je suis rentré des heures plus tard, le visage trempé de pluie. J'ai rallumé la lumière du salon. Le carnet était toujours là, la lettre aussi. Et la photo posée à côté, comme une pièce manquante que l'on vient enfin d'assembler. J'ai compris, alors,
que je ne pouvais pas m'arrêter là. Il fallait que je le retrouve. Julien, mon père. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Les images se superposaient dans mon esprit comme des diapositives abîmées. Le regard de ma mère, la silhouette de Julien sur la photo, les mots de la lettre, et les silences entre tous ces éléments. Il me manquait encore tant de pièces. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. J'avais besoin de savoir qui il était, ce qu'il était devenu, et surtout, s'il était encore quelque part, vivant. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher, d'abord timidement. Une simple recherche sur Internet avec son nom complet, que j'avais retrouvé sur un ancien document de naissance parmi les papiers de ma mère, Julien Favre, mais rien de probant. Trop de résultats, des homonymes à foison, aucune certitude. Alors, je me suis replongé dans le journal, j'y ai découvert des indices épars, des noms de lieux, des souvenirs qu'elle avait consignés sans ordre chronologique. Un petit bar à Arles où il aimait écrire ses chansons, le studio au-dessus de la gare de Nîmes, la librairie où il passait des heures à feuilleter sans acheter. Des miettes de vie, mais pour moi, c'était des trésors. J'ai décidé de tout noter, de tout croiser. J'ai ressorti une vieille carte de la région, tracé des cercles, relié des points. Petit à petit, un itinéraire s'est dessiné, un fil ténu entre le passé et le présent, et ce fil me menait vers le sud. Le vendredi suivant, j'ai pris la voiture, sans prévenir personne. J'ai roulé des heures, le cœur battant, comme un adolescent partant à la recherche d'un héros de roman. Mais ce n'était pas un roman, c'était ma vie. La première étape. Arles. J'y suis arrivé au petit matin, le soleil levant colorant les façades en ocre et rose. J'ai arpenté les ruelles, le carnet de ma mère à la main, relisant les passages qu'elle avait écrits avec tant de tendresse. Le bar où elle l'avait rencontré n'existait plus. À sa place, une boutique de vêtements. Mais la propriétaire, une femme d'une 50aine d'années, a tendu l'oreille quand je lui ai parlé de Julien Favre. Julien Favre, ça me dit quelque chose, a-t-elle murmuré. Il écrivait des chansons, non? Un peu marginales. Il venait parfois chanter ici, il y a longtemps. Oui, je me souviens. Il était discret. Il ne restait jamais longtemps. Vous savez ce qu'il est devenu? Elle a haussé les épaules. Il a disparu du jour au lendemain. Un peu comme il était apparu. On a dit qu'il était parti à Nîmes, ou peut-être plus loin. C'était, il y a 25 ans au moins, j'ai continué mon chemin. Nîmes. Deuxième étape. J'y suis resté 2 jours. Interroger des musiciens de rue, fouiller les archives d'une petite maison de disques locale. Et puis, au détour d'une conversation avec un disquaire passionné, un indice concret est enfin arrivé. Julien Favre, répète-t-il en feuilletant un vieux registre. Tu veux dire J. Favre, celui qui a enregistré un EP autoproduit dans les années 90? Il avait fait ça dans un studio au-dessus de la gare. On a une copie ici. Attends, il est revenu avec un boîtier jauni, sans pochette, le nom griffonné à la main. Éclipse, J. Favre, 5 titres. Je l'ai pris comme une relique sacrée. Tu sais où je pourrais le retrouver? Aucune idée, mais tu peux essayer. Le café, les ombres. Il jouait parfois là-bas. La patronne, Jeanne, connaît tout le monde. Si quelqu'un peut t'aider, c'est elle. Je me suis rendu au café, une petite terrasse nichée dans une ruelle calme. Jeanne, une femme aux cheveux argentés et au sourire doux, m'a regardé avec une tendresse étonnée quand je lui ai montré la photo. Mon Dieu, Julien. Oui, bien sûr que je me souviens de lui. Il écrivait dans ce coin-là, au fond. Tu vois, toujours seul, toujours entre 2 silences. Je lui ai raconté tout, ou presque. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle m'a juste écouté, puis elle m'a pris la main. Il vit encore ici, tu sais, à la sortie de la ville. Une petite maison, un peu en retrait. Il ne voit plus grand monde. Il compose encore, je crois. Mais il a vieilli, et il s'est coupé du monde. Mon cœur a cessé de battre pendant 1 seconde.
Vous avez son adresse? Elle a hésité. Puis elle a griffonné un nom de rue, un numéro. Ne sois pas trop dur avec lui. Il a ses fantômes. Comme ta mère, peut-être. Comme toi, sûrement. Je l'ai remercié, bouleversé. Le soir même, je me suis rendu devant cette maison, une façade simple, un vieux vélo appuyé contre le mur, un petit jardin en friche, des volets entr'ouverts. J'ai levé la main pour frapper, à la porte. Mon poing a tremblé. Et puis, rien. Je n'ai pas eu le courage. Je suis resté là, plusieurs minutes, le cœur dans la gorge, les souvenirs de ma mère tournoyant autour de moi comme des lucioles. Je me suis demandé s'il était derrière ses volets, s'il me voyait, s'il savait. Et puis je suis reparti, silencieusement. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Je suis retourné à l'hôtel cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil. J'avais marché jusqu'à cette maison. J'étais allé jusqu'à cette porte. Et pourtant, j'étais reparti. Pourquoi? Par peur, sûrement. Par pudeur, peut-être. Ou par respect. J'avais attendu toute ma vie pour le rencontrer. Mais maintenant que l'instant était là, il me semblait presque trop fragile pour être vécu. Le lendemain matin, j'ai refait le chemin. Je ne pouvais pas partir sans lui parler. Il faisait frais. Le ciel couvert laissait filtrer une lumière douce. Je me suis avancé jusqu'à la maison. Le vélo était toujours là. Cette fois, j'ai pris une grande inspiration. J'ai levé le poing et j'ai frappé. Un silence, puis des pas lents. Le grincement d'un verrou. La porte s'est entr'ouverte. Et il était là, Julien. Je l'ai reconnu immédiatement. Son visage avait vieilli, évidemment. Des rides autour des yeux, les cheveux grisonnants, une barbe de quelques jours, mais c'était lui, ce regard que j'avais vu dans le miroir toute ma vie. Il m'a observé sans rien dire, pas un mot, juste ce silence lourd, mais curieusement doux. « Bonjour », ai-je murmuré. Il a hoché la tête. « Je m'appelle Théo. Je suis le fils de Claire. » Son expression a changé. Juste un peu. Une ride de plus au coin des lèvres. Un souffle court. Il a ouvert la porte plus grand. « Entre », je suis passé sans savoir où j'allais vraiment. Son intérieur était simple, presque spartiate. Des livres empilés, une guitare posée dans un coin, quelques photos anciennes sur les murs, l'odeur du bois et du café tiède. Il m'a désigné une chaise. Je me suis assis. Il a fait de « même ». Un long silence s'est installé. Mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence plein, comme s'il contenait 20 ans d'émotions retenues. « Je savais que tu viendrais un jour », a-t-il dit. Sa voix était grave, posée, usée par les années, mais encore belle. Je l'espérais, sans jamais oser y croire. Il s'est levé, est allé chercher une boîte dans une étagère. Il l'a ouverte devant moi. À l'intérieur, il y avait tout. Une mèche de cheveux, un vieux dessin, une photo d'école découpée dans un journal. Ma vie, à travers ses yeux. « Ta mère m'avait interdit de te voir », a-t-il soufflé. Et je l'ai respecté. Mais j'ai gardé tout ce que j'ai pu trouver. Chaque fragment, chaque trace. C'était tout ce qu'il me restait de toi. Je ne pouvais plus parler. Une boule me nouait la gorge. Je regardais cette boîte comme on regarde un trésor volé. Je ne voulais pas être un fantôme, Théo. Mais je n'ai pas su être autre chose. J'ai été lâche, puis résigné. J'ai vécu dans l'ombre. Moi aussi, j'ai grandi dans l'ombre, ai-je dit, dans l'ombre de questions sans réponse. Il m'a regardé et j'ai vu ses yeux se mouiller. Je suis désolé, et, dans cette simple phrase, il y avait tout. La douleur, l'amour, le regret, le manque. Je me suis levé, et sans vraiment réfléchir, je l'ai pris dans mes bras, longtemps, silencieusement. Il a tremblé contre moi, peut-être pour la première fois depuis des années, et moi aussi. Il m'a ensuite montré ses carnets.
des chansons qu'il avait écrites pour moi, sans jamais me les envoyer, des mots que je n'avais jamais lus, des mélodies jamais jouées. C'était bouleversant et, d'une certaine manière, réparateur. Nous avons parlé des heures, de Claire, de ce qu'elle avait été pour lui, de ce qu'il avait été pour elle. Il m'a raconté comment elle avait tenté de construire une vie stable, comment elle avait préféré me préserver plutôt que de m'exposer à une vérité trop lourde. Il ne l'en a pas blâmé, il l'a aimé jusqu'au bout. Je l'ai senti dans chaque mot, et moi, peu à peu, j'ai découvert qui j'étais, vraiment, pas seulement le fils d'un homme disparu, mais l'héritier d'une histoire qu'on avait cru perdue. Je suis resté quelques jours avec lui. Puis, je suis reparti, mais je n'étais plus le même. J'avais refermé le journal de ma mère, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Elle avait caché la vérité, mais elle avait aussi laissé une porte ouverte. Et j'avais osé l'ouvrir. Julien m'appelait maintenant, pas souvent, mais assez pour que je sente que quelque chose, enfin, avait été guéri. Et moi, chaque matin, je posais la photo qu'il m'avait donnée sur mon bureau. Celle de lui, plus jeune, près d'un lampadaire, et je savais que, même dans le silence, nous étions liés, à jamais.